Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Chef à domicile depuis 11 ans, auteur en 2021 et en 2024, je me suis lancée dans les interviews au Studio Module il y a 3 ans. Passion sans modération est le podcast où la gastronomie devient émotion, rencontre et inspiration. À chaque épisode, je reçois des invités qui partagent leur identité culinaire, leur rapport au terroir, leur expérience créative et artisanale, faisant de chaque confidence un éclat de générosité. Bientôt 80 enregistrements, bientôt 300 personnalités reçues. Un enthousiasme, une belle fierté, car plus que tout, j'aime fédérer, connecter et partager autour des mêmes valeurs qui réconfortent l'énergie et l'âme. Aujourd'hui, mes invités du jour sont Linda Heim, directrice marketing. Elle allie stratégie, innovation et digital pour bâtir des marques performantes et distinctives, épicuriennes dans l'âme. Elle a développé une expertise autour de sa double mission, la gastronomie et l'œnologie. Bonjour Linda. Bonjour. Côme de Barmont, un Parisien passionné de vin et de gastronomie en reconversion avec un projet culinaire en ligne de mire. En attendant, il a lancé son compte Instagram Come Eat With Me. Vous avez vu l'accent ? Pour montrer sa personnalité et son univers. Bonjour Côme. Bonjour. John Muriel Yombo, communicante dans les médias de métier et narratrice par passion. À travers le Miam Show, le média qu'elle a créé, elle raconte les cultures culinaires afro-descendantes sous un angle sensible et contemporain. Bonjour John. Bonjour. Marie Sauce, elle est la fondatrice du Trophée féminin de la Cuillère d'Or et depuis 25 ans, une experte en communication, relations publiques et événementielles dans l'univers de la gastronomie. Je suis très heureuse de t'avoir, Marie. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors, je te garde, Marie. Oula. Eh oui. Alors, toi, tu es une femme aux multiples engagements. Qu'est-ce qui relie toutes ces facettes de ton parcours ? Très dense. Oula, aux multiples engagements. Écoute, je pense que je suis une femme passionnée comme toi. Et puis, j'ai des valeurs qu'on m'a transmises, je pense que c'est familial. Donc oui, des engagements associatifs, des engagements professionnels. Et puis, je suis une maman. Et forcément, quand on est maman, on essaie de transmettre aussi certaines valeurs, quoi. Et mon prénom, c'est Marie. Et et l'anagramme, c'est aimer. Donc forcément, aimer la vie, aimer les gens. Donc, s'engager. Voilà. Et ton nom de famille, c'est quand même incroyable. On a dû te le faire 15 000 fois. Mais ça, c'est drôle. Ah oui, on me l'a fait à toutes les sauces. C'est le cas de le dire. Petite, on se moquait beaucoup de moi, enfant, mayonnaise, machin, tout ça, bon, bref. Et puis souvent, on croit, encore maintenant, ça arrive très souvent qu'on croit que c'est un prénom composé. Marie Sauce, et pas du tout. Non, c'est vraiment mon nom de jeune fille. Merci papa. Voilà. J'ai envie de te dire la question qui vient. C'est quoi ta sauce préférée en cuisine ? Ma sauce préférée Truc improvisé total. Alors moi, je mange énormément de piment. Depuis que je suis toute petite, je mange du piment, mais même, je pense que dans les Antilles, ils me prennent pour une folle, même à Maurice. Je sais pas, la sauce chien, par exemple. D'accord, redis-nous ce que c'est la sauce chien. Oula, la sauce chien, alors que je ne me trompe pas. Il y a des échalotes, de la tomate, du piment. Alors du piment, moi je mets du piment, du vrai piment. Ouais. Piment martiniquais, tu vois, les d'accord. Piments. Voilà. Donc ça te fait exploser les papilles, quoi. Ouais. Mais j'en mets partout, hein. À part dans les desserts, mais j'en mets partout. Voilà. Je suis sûre que ça peut se mettre dans les desserts d'ailleurs. Chocolat oui. Piment. Exactement, ça se marie très bien. Merci Marie. Ouais. Comme, à quel moment as-tu réalisé que la cuisine et l'univers gastronomique n'étaient plus seulement des passions, mais pouvaient et allaient devenir ton métier ? J'ai toujours pensé en fait à côté, parce que du coup je suis en reconversion et du coup à côté de ça, moi j'ai pas mal d'amis qui sont déjà restaurateurs, qui ont des restaurants. Du coup on avait toujours le souhait avec mes amis de créer un restaurant ensemble. Donc j'ai toujours eu ça en tête et après le Covid est arrivé. J'étais avec ma belle-sœur, mon frère chez moi. On s'amusait à faire des recettes tous les soirs, à se faire des petits concours et c'est vrai que c'est ce moment-là aussi je me suis dit il faudrait peut-être que je fasse un compte Instagram. Et du coup, c'est là où est venu le côté où j'aime vraiment cuisiner, où je me lance,
où je réfléchis à me lancer là-dedans. C'est quoi ton parcours d'études ? Avant, j'étais en expertise comptable, donc en fait, j'ai fait un grand écart. Et on n'est pas passionné par la comptabilité ? Ça peut, Pas forcément, mais enfin, c'était pas mon cas. Mais oui, il y a des gens qui sont vraiment passionnés par l'expertise, mais c'était pas mon cas au final. Je me voyais pas une grande carrière finalement derrière, et du coup, j'ai réfléchi, puis j'ai vu que la cuisine était vraiment quelque chose qui m'animait. Du coup, je me suis dit, let's go. Ok, et donc du coup, donc le Covid a permis d'être le pont entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Et après, je sais que tu as été dans un restaurant. C'est ça. Du coup, pour ma reconversion, j'ai fait mon CAP en alternance dans un restaurant qui s'appelle Avo, qui m'a ouvert ses portes gentiment. Très sympa, Afro Restaurant, très bien. Je vous conseille, qui est vraiment un restaurant où le soir, c'est pas mal de tapas à partager, donc c'est ambiance vraiment conviviale. Oui, mais des tapas hyper créatives. Oui, exactement. On n'est pas sur une planche de charcuterie. Non, c'est un bistrot qui est quand même travaillé avec des aspirations d'Amérique latine, d'Asie aussi pas mal, parce que la chef a fait pas mal de voyages. Du coup, voilà, c'était ma première expérience qui était hyper enrichissante. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et je continue. Là, j'ai d'autres projets qui vont arriver. Très bien, on va y revenir. Alors, on parle de reconversion, on parle de CAP en tout cas. Linda, qu'est-ce qui t'a motivé, en tout cas, toi, une experte marketing, à passer ton CAP pâtissier en candidat libre et à prendre des cours à la grande école Ritz-Escoffier ? Alors, effectivement, j'ai toujours baigné, en fait, dans l'univers de la gastronomie, de la pâtisserie depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours eu envie de me dépasser, d'aller plus loin que mon métier en fait actuel. Et je pense aussi qu'il y avait eu cette tendance en fait des émissions Le Meilleur Pâtissier, Top Chef, qui est arrivée quelques années au préalable. Et j'ai eu envie de professionnaliser en fait cette passion, aussi en souvenir des souvenirs d'enfance qui me reviennent, comme les salons de thé traditionnels. Et voilà, vraiment le côté professionnaliser une passion, aller dans le côté technique, expertise, le bon geste, comprendre pourquoi une température de sucre a un impact sur l'excellence même du coup. Exactement. En fait, c'est vraiment le côté technique que je voulais aller chercher. Donc, j'avais commencé par des cours de cuisine, effectivement, à l'école Ritz-Escoffier, mais également chez Ducasse. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller plus loin que les recettes marmitons, par exemple. Ou 750 grammes, parce qu'on connaît très bien Damien. Et moi aussi. Effectivement. Donc voilà, c'était vraiment cette volonté d'aller plus loin dans les recettes et comprendre ce qui se cachait derrière. Super. Et donc, expert marketing, c'est quoi ? Expert marketing, donc c'est mon métier. Donc je suis diplômée d'un master en marketing. J'ai travaillé donc les 15 dernières années dans différentes sociétés. Alors notamment autour de la food, ce que j'expliquais à Marie tout à l'heure. Donc soit autour de machines à café, de robots de cuisine, mais également dans la grande distribution. Plus récemment dans le packaging aussi alimentaire. Donc il y a toujours eu ce fil conducteur et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui m'anime profondément, que ce soit autour de l'ingrédient, de l'expérience, le côté plaisir et exigence, j'ai envie de dire, dans le produit. Je comprends déjà qu'est-ce qui vous lie, pourquoi vous êtes à cette table. Merci beaucoup. Alors John, peux-tu nous raconter toi ton parcours avant la création du Miam Show ? Alors, mon parcours avant la création du Miam Show, c'est un parcours de communication et de médias. Je viens de ce monde-là. Ça fait 10 ans que j'évolue là-dedans. Et en fait, en réalité, le Miam Show, c'est un peu la réunion de tout ce que j'aime dans la vie. J'ai la chance d'être dans la communication. C'est mon métier, j'adore ça. J'aime les médias. Je suis gourmande, je suis gastronome. J'aime manger, j'aime cuisiner, j'aime regarder des émissions de cuisine. J'aime tout ce qui a trait à la cuisine et surtout explorer la cuisine comme l'identité. Et c'est surtout ce que le Miam Show fait. Vecteur d'identité. Comme vecteur d'identité, parce que c'est la première chose, en fait, quand on veut comprendre une culture, c'est de comprendre comment les gens mangent et qu'est-ce que ça dit d'eux. Et c'est un petit peu ça aussi, la démarche du Miam Show, c'est d'aller explorer et de montrer et de valoriser les identités culturelles, culinaires afrodescendantes à travers le goût. Et aussi à travers le récit, et aussi à travers le voyage, parce que je suis assez éditoriale comme personne. Donc voilà, et l'Afrique, parce que je suis très connectée à mon continent. Moi, je viens du Cameroun, pays d'Afrique centrale. Mais globalement, je m'intéresse à tout ce qui se passe sur l'Afrique. Quand je parle de culture afrodescendante, c'est important pour moi de le dire, parce que les Noirs ne sont pas qu'en Afrique. Les Noirs sont en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes. Et en fait, partout, ils sont arrivés avec un bagage culturel qui a influencé la manière de manger sur place. Donc la diaspora. La diaspora, oui. Et donc, toutes ces choses-là, on les explore aussi sur le Miam Show. Évidemment, il y a le côté un peu fancy, découverte d'adresses, le truc un peu lifestyle, c'est très important. Mais la
particularité, c'est ce côté très pédagogique, de comprendre les échanges et les flux de culture entre tous ces espaces. Alors, comment fonctionne ton média concrètement ? Concrètement, j'ai donc 4 piliers, on va dire ça comme ça. La partie très pédagogique. D'ailleurs, j'ai fait un dîner le 4 octobre sur l'huile de palme, qui est un produit qui est très, très controversé en Occident, alors que moi qui ai grandi en Afrique, je suis arrivée en France il y a 15 ans. Donc, moi, j'ai grandi au Cameroun. Et en général, 80% de nos plats sont quand même faits à base d'huile de palme. C'est une huile aromatique, elle est rouge, elle est épaisse, elle n'a rien à voir en fait avec ce dont on parle ici. Avec la petite marque de pâte à tartiner. La petite marque de pâte à tartiner avec le gros logo sans huile de palme. Et je trouve que ce discours-là, il n'est pas nuancé et ça me dérange parce qu'on stigmatise un élément qui fait partie de l'identité d'énormément de gens sur le continent en disant l'huile de palme, c'est pas bon pour l'environnement, c'est nocif, etc. Mais ce qu'on n'explique pas, c'est que déjà, il y a plusieurs variétés de palmiers à huile. L'huile de palme qui pose problème, c'est juste parce que la demande occidentale est très forte et du coup, elle est hydrogénée, ultra raffinée, elle perd sa couleur, elle perd toute son essence et du coup, elle devient effectivement un problème parce qu'elle est très rentable. Mais en Afrique, on consomme l'huile de palme de manière naturelle et simple et elle est orange en fait, cette huile. C'est incroyable. C'est celle qui a le plus d'apport nutritionnel. Elle a de la bêta-carotène, elle a des antioxydants, elle a de la vitamine E. Donc ce dîner, c'était 30 personnes. C'était du coup, bouleverser, bousculer les mentalités ? Oui, c'était bousculer les mentalités et le faire à Paris, je trouve que c'était important parce que c'est dans cet espace-ci qu'il faut justement changer le regard. Donc, on a invité 30 personnes avec une chef qui est spécialisée dans la cuisine du voyage et avec une médiatrice scientifique. Donc, la chef s'appelle Kafui Ageou et la médiatrice scientifique s'appelle Chrissy Mapoba. C'est une experte de l'huile de palme et c'était important d'avoir une caution scientifique. Je la veux dans mon podcast, l'expert huile de palme. Non, je rigole pas. C'est hyper intéressant. On va en rediscuter. Ouais, très intéressant. Et c'était important parce que parfois, je pense que quand on dit des choses, il faut pouvoir avoir une caution pour que les gens comprennent que ce n'est pas une invention, que ce n'est pas émotionnel, que c'est factuel. Ou en tout cas, c'est pas le lobby de Nutella qui te dit de dire que c'est bien l'huile de palme. Absolument pas. Donc cette caution scientifique, elle était importante. Et donc le dîner, c'est un fil rouge sur l'huile de palme. Il y avait des plats et donc moi, dans mon rôle de narratrice, je racontais un petit peu le voyage de l'huile de palme de l'Afrique à l'Asie, en passant par le Brésil et l'Amérique latine. Donc, génial. Voilà, c'est l'aspect pédagogique très important. Quel était le menu, par exemple ? Je me rappelle plus les noms des plats, mais par exemple, il y avait une moqueca revisitée. Moqueca qui est le plat emblématique de Bahia, cette zone, cette ville brésilienne où il y a le plus de Noirs au Brésil. Il y avait une moqueca. Il y avait un brownie à l'huile de palme avec une crème. J'ai oublié les termes. Donc le dessert, il était très bon. Et puis, il y avait des churros de banane plantain avec un effiloché de bœuf à l'huile. C'est leur manger. À l'huile de zomi, parce qu'en fait, les huiles de palme viennent de plusieurs endroits. Donc voilà, c'est ce dont je me rappelle, mais je t'enverrai le menu, la petite photo du menu, comme ça. Franchement, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Diane. Je t'en prie. Marie, alors, avec le trophée de la Cuillère d'Or que tu organises depuis des années, tu cherches à mettre en lumière les femmes dans la gastronomie. Comment ce concours est-il né et comment il a transformé ton regard et notre regard sur la foodosphère féminine ? Oula, la Cuillère d'Or, donc comment elle est arrivée ? Encore une fois, je suis maman. Ma fille est née en 2002 et j'évolue effectivement dans le monde de la gastronomie depuis un petit paquet d'années et à l'époque notamment la création de Cuisine TV. Et j'étais une ancienne des médias aussi. Et je trouvais que dans les concours, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui osaient participer à des concours. Enfin, se frotter au mec, surtout, c'est ça. Ou alors se frotter au mec. Attention à ce que tu dis quand même. Oulala. Sur une scène de concours. Surtout avec la Cuillère d'Or. Et du coup, j'avais cette idée en tête. Je connaissais Monsieur Paul Bocuse. Puis un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Monsieur Paul, pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans les concours ? Et j'aimerais créer un concours. Et il m'a dit, Marie, fonce, fais-le. J'aimerais vraiment qu'une autre femme puisse gagner le Bocuse d'Or avant que je ne parte, puisqu'il n'y en a eu qu'une, c'était Léa Linster. Et malheureusement, il est parti. Et il n'y a pas eu d'autres jeunes femmes ou de femmes qui ont gagné le Bocuse d'Or. Pour le moment, on ne sait jamais.
on le souhaite. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça. Et je lui ai donné le nom de la cuillère d'or, puisque c'est le premier ustensile qu'on met dans la bouche d'un enfant. Et donc forcément, voilà, maman de ma petite Inès, la cuillère d'or est née comme ça. Ça a pris le temps, donc ça a été il y a une petite période de gestation, de préparatifs, et elle est née en 2010. 2010, au début, ce concours était un concours réservé uniquement aux professionnels de la cuisine. Et puis il a pris une dimension assez importante, professionnelle, amatrice, trophée cuisine, trophée pâtisserie et trophée pour les petites filles, qui va revenir celui-là d'ailleurs, la cuillerée d'or, avec une dimension internationale. Et ce concours, en fait, c'est pas du tout c'est pas féministe, c'est pas sexiste. Je suis entourée d'hommes, tu en connais beaucoup. C'est un concours qui est chargé d'émotions. C'est vraiment un tremplin pour toutes ces femmes, pour qu'elles puissent oser s'exprimer et passer d'autres concours de très très haute volée. Voilà, et c'est vraiment un magnifique concours chargé d'émotions. Et Virginie a eu ce petit privilège d'être dans le jury en 2024. Voilà, et ce qui l'a changé, c'était le premier concours. Je crois que d'ailleurs c'est encore le seul, parce que je suis un peu chasse gardée sur le truc. Bon, voilà. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes en fait en cuisine et en pâtisserie. Là, j'ai des demandes déjà, alors que j'ai pas encore lancé 2026 pour candidater pour le concours. Je trouve qu'elles apportent de la douceur en brigade. Elles apportent des conseils, de l'apaisement. Bon, je dis pas que c'est gagné. Il y a encore, c'est un monde quand même très macho et misogyne, faut dire ce qui est. Voilà. Je suis dedans depuis 25 ans. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Et c'est très bien comme ça. Puis il y a d'autres initiatives maintenant. Et je trouve que c'est chouette, justement, qu'il y ait des initiatives pour valoriser toutes ces femmes amatrices ou professionnelles. Voilà. Parce que quand j'étais jury, j'étais entourée du coup de beaucoup de mofs. Qui étaient hyper bienveillants avec les candidates quand on passait devant les stands, devant les box, l'encouragement, de gagner confiance, vas-y. Enfin, tu les avais sélectionnés aussi en fonction de ça. Alors, les jurys, c'est très simple. Je connais beaucoup de monde dans la profession, comme tu le sais, n'est proche de la cuillère d'or que des personnes bienveillantes et qui ont vraiment cette part de féminisme, parce que chez les hommes aussi, il y a du féminisme. Bien sûr. Donc, cette petite part on accompagne les femmes et elles ont toute leur place avec nous. En fait, c'est un peu ça. Super, merci beaucoup, Marie. De rien. Linda, alors toi, tu as obtenu le W7 récemment. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'a apporté et quelle est la suite ? Alors, le VSET... VSET, d'accord. C'est du vin, mais bon. Voilà, WSET, effectivement. Donc, c'est une certification à horizon international, donc qui est sur 3 spécialités, donc soit le vin, soit les spiritueux, soit le saké. Donc, il y a plusieurs spécialités et différents niveaux, donc VSET 1, 2, 3, 4. Donc moi, j'ai effectivement reçu c'est la certification VSET 1 20 il y a 1 an à peu près. Et donc, dans mon parcours initiatique et de recherche de professionnalisme, voilà, je voulais aller plus loin. J'avais fait des cours d'œnologie, encore une fois, dans les écoles citées tout à l'heure. Et je voulais aller plus loin. Et je l'ai un peu fait sur un coup de tête, parce que finalement, je me suis inscrite 3 jours avant de passer la certification. Donc, j'ai travaillé 2-3 jours d'affilée sur les prérequis, sur les cépages, les climats, etc. Donc, il y a différents thèmes. Et voilà, l'idée, c'était encore une fois de professionnaliser, d'aller chercher l'expertise, de comprendre les accords mets et vins, parce qu'il y a aussi une partie dégustation avec différents types de vins. Voilà, parce qu'en fait, l'expérience gastronomique, que ce soit la pâtisserie ou que ce soit des plats salés, il y a quand même cette envie d'aller dans l'expérience complète. Et d'ailleurs, c'était après avoir découvert en fait une société qui fait des accords mets et vins. Alors, c'est pas vin, parce qu'en fait, ce sont des boissons fermentées qui s'appellent Agua Brewery, donc qui est espagnol, qui m'a donné envie de tester le VSET. Voilà, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que le vin, donc on va commencer par ça, et ensuite, on ira explorer d'autres horizons, peut-être avec des accords thé, bouillon, et notamment, il y a des chefs comme Christophe Eck qui proposent ça à sa carte aujourd'hui. Génial. Et donc, la suite, l'idée, c'est de poursuivre le VSET, donc plus sur la partie spiritueux, en prochaine étape. Et dans l'expérience culinaire, ce que j'aimerais beaucoup, c'est rentrer dans une brigade au moment d'un coup de feu, préparer en fait un service, vraiment faire une immersion en cuisine avec un chef. Il y a des choses qui existent chez certains chefs maintenant. On va peut-être trouver. Ah, je suis certaine. Je suis certaine. On a du réseau. C'était bon. Voilà, ça serait effectivement une super expérience à vivre. Et voilà, donc mon prochain projet. Donc là, c'est des projets qui sont à côté. Bien sûr. Et tu n'as pas envie,
plus tard, je sais pas, dans 3 ans, 5 ans, d'en faire vraiment ton métier? Alors, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'était mon jardin secret. De gagner ta vie avec cette passion? Et pourquoi pas? Aujourd'hui, effectivement, c'est mon jardin secret. C'est quelque chose que je développe à la fois aussi d'un côté pour me ressourcer. Voilà, il y a le côté expertise, professionnalisation, mais aussi, moi, ça me ressource beaucoup d'aller dans des tables étoilées, mais pas que, d'aller visiter des épiceries fines, de rencontrer des vignerons. Enfin, voilà, vraiment de me rapprocher aussi du terroir. Donc, peut-être, effectivement, certainement qu'un jour, je mettrai mes expertises techniques business aujourd'hui, de les mettre en lien avec ma passion et ce que j'ai pu développer sur le côté food and beverage au sens large, peut-être en tant que salariée, en tant qu'associée ou indépendante. En tout cas, effectivement, je pense que ça arrivera un jour. Je te le souhaite. Et la vie est pleine d'opportunités. Mais donc pleine de surprises, évidemment. Je suis bien placée pour le savoir. Alors, Côme, est-ce que tu peux nous parler, donc toi, de ton compte Instagram? Comment tu travailles tes vidéos, l'idée, le résultat, la projection, les produits? Comment tu réfléchis ces sessions-là? Mon compte Instagram, c'est surtout de base, parce que j'ai la vocation, comme toi, de faire du chef à domicile. Et du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'avoir un CV en ligne au final, de montrer les recettes que je peux faire, montrer aussi l'ambiance que je veux faire, parce que de base, l'idée que j'avais avec ce compte, c'était de faire c'est Come Eat With Me. Merci ma belle-sœur pour le nom, avec le petit jeu de mots qui va avec. Et en fait, du coup, c'était surtout des vidéos avec des amis, parce que moi j'aime beaucoup le partage. C'est surtout la cuisine, c'est fait pour manger avec des copains, pour festoyer ensemble. Alors je te coupe parce que j'ai vu la dernière avec la côte de bœuf et la sauce à la framboise. J'adore. Ouais. Et à côté, tu as un pote qui amène toujours le vin, la petite bouteille, tu montes le... Exactement, ouais, exactement, parce que j'essaye de faire des accords mets-vins aussi sur mes vidéos. Et du coup, c'était, je faisais des petits scénarios en fonction de l'invité que j'avais. Par exemple, j'ai un ami qui vient du Sud-Ouest, donc on faisait une recette autour du magret de canard. C'est un peu le cliché, mais voilà, c'était toujours des choses comme ça. Et au fur et à mesure, déjà, il faut trouver les invités, il faut qu'ils aient le temps. Et du coup, il y a des moments où je faisais des choses tout seul. Et du coup, c'était un peu mon terrain de jeu, d'entraînement. Et donc, j'avais pas une idée finale en tête. C'est juste... je faisais ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de cuisiner, et ça me permettait aussi de me faire des tests, de découvrir des vins, parce que du coup je peux rencontrer des vignerons via ça. Il y a des vignerons qui m'ont contacté avec mon compte. Chez les cavistes, on va discuter de vin, je vais essayer d'aller sur le marché parce qu'il faut prendre des bons produits quand même. Donc voilà, il y a pas une finalité en tête, mais c'est juste me montrer, faire un terrain de jeu, et voilà, un petit. Et tu tournes à quelle fréquence? C'est chez toi ou c'est chez moi, exactement, c'est chez moi. Au début, en fait, j'ai un ami de mon frère qui s'appelle Le Grand Gaulois sur les réseaux. Je sais pas si mais je le veux lui aussi, Le Grand Gaulois. J'adore. Je vais faire mon petit marché. Ouais, il est top. Il avait ouvert un gueuleton à Nantes. Il s'est mis sur les réseaux, et lui, en fait, il va présenter le terroir français. Il va expliquer ce que c'est, il va montrer des recettes, etc. Ouais, il est vraiment top. Et du coup, je l'ai appelé pour qu'il me donne un peu des tips sur comment ça marche, comment marchent les réseaux et Instagram avec les réels. Et il m'a dit, donc, le premier mois, il faut que tu fasses une vidéo par jour. Donc, je m'étais fait un petit stock de base avant de publier. Et après, donc, le premier mois, j'ai fait une vidéo par jour. Et après, je travaillais. Donc, c'était sur mes coupures. C'était quand j'avais du temps off. Donc, je faisais 3 vidéos par semaine. Donc c'était assez chargé là jusqu'à juillet. Là j'ai fait une petite pause, et là je reviens, là je recommence à faire des vidéos. Là t'as du stock ou... Et je refais du stock, exactement. J'avais un peu arrêté de publier parce qu'en fait je me rends compte pour vraiment avoir de la visibilité sur ce réseau, c'est quand même d'être constant. Tu sais aussi. Ouais, alors moi mon réseau c'est plus LinkedIn, moi je suis sûre. Ouais. Mais Okay. c'est sûr. Être constant, être là, se montrer, être là, etc. Et du coup, là, je vais essayer un nouveau concept où du coup, je fais on plus... a la primeur. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce concept? Je vais essayer de juste de faire une voix off derrière, et du coup, je vais expliquer ce que je fais, je vais... essayer de faire des petites vannes forcément, parce que j'aime bien au-delà de la cuisine. Le côté léger aussi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est ce qu'il faut, je pense. Et du coup, c'est un exercice différent, parce que d'avoir la bonne diction, de bien parler sur ta vidéo qui va assez vite, avoir les bons mots, c'est quelque chose, mais c'est intéressant. Et du coup, je continue à faire ça à côté. Ouais. Ok, moi je vais venir. J'ai envie de venir. Avec plaisir. Comment je m'accruste? Non, mais c'est vrai, on pourrait faire une vidéo ensemble. Un peu fou, bien sûr, bien sûr, super. Avec plaisir. Très bien, je trouverai le temps. J'essaierai. C'est ça. Merci. Alors Marie, quelle rencontre ou quel moment fort, justement, a
matérialiser, cristalliser, renforcer ton engagement pour la reconnaissance des femmes? Est-ce qu'il y a une femme que tu as rencontrée, tu t'es dit, voilà, pour elle, alors au-delà de ta fille, parce que tu parles beaucoup d'elle, mais une femme dans ce milieu qui t'a permis de voir, voilà, de dire, je veux changer la vision. Je veux changer la vision qu'on a Alors, sur elle. il y a une femme, alors c'est pas sur elle, c'est sur elle, sur les femmes de manière générale. Oui. D'accord, ok. Il y a effectivement une personne, mais qui est arrivée dans ma vie il y a 10 ans. Il s'agit de Danielle Crost, qui est accessoirement devenue ma meilleure amie, entre-temps, et qui est chef de cuisine, qui est vice-présidente de la Cuillère d'Or, on est devenus très très amis, et qui fait partie, pour moi, elle est un peu la mère lyonnaise qu'on n'a plus. Et elle m'a raconté tellement d'histoires. On échange beaucoup autour de la Cuillère d'Or et de la place des femmes, mais elle était la première femme à pouvoir passer son CAP cuisine en 1985, je crois, de mémoire. Elle m'a raconté plein de choses. Et c'est un vrai moteur pour moi, en fait. Elle est à mes côtés constamment. Mais c'est arrivé après. La Cuillère d'Or, au début, effectivement, c'était 2010, la première édition. Mais je pense que le côté combatif de monter ce projet et cette envie, mais en fait, elle est devenue mon moteur, quoi. Et la Cuillère d'Or ne peut pas se faire sans elle. Et d'ailleurs, elle est la présidente d'honneur 2026 des trophées. Voilà. Je la mets un peu dans la lumière parce qu'elle est toujours dans l'ombre depuis des années. Et c'est un juste retour des choses, quoi. Donc voilà. Donc, big up à Danielle. Ouais, big up à Danielle, que tu connais en plus. Oui, Voilà. elle était là, évidemment. Elle était là, bien présente. Ouais. Elle, Et elle est pleine de bienveillance. Ouais. Avec les candidates, elle les accompagne. Alors moi, je les accompagne bien sûr à partir du moment où elles sont sélectionnées. On les lâche pas, même après. Mais elle est toujours là présente pour elle. Et moi, je me repose. Je dois avouer, parce que comme je cours un peu partout, je me repose énormément sur elle pendant les trophées. Super. Et du coup, quelles sont les principales qualités que tu retrouves chez les lauréates? Les qualités. C'est assez différent d'une catégorie à l'autre. Amatrice ou professionnelle, c'est assez différent. Les professionnelles, elles ont été formées pour ça. On parle de brigade. Pour moi, c'est militaire, quoi. Donc voilà. Et c'est vraiment, elles ont la niaque de gagner. Elles ne s'entraident pas forcément. En revanche, chez les amatrices, il y a un véritable élan de solidarité, même pendant l'épreuve, pendant le concours. Elles sont très, très solidaires entre elles. Je dirais que ce qui les lie vraiment dans les qualités, c'est la générosité chez toutes ces femmes. On sent c'est peut-être le côté maternel, j'en sais rien. Maternel ou parce qu'elles ne sont pas toutes mamans, de toute façon. Mais elles sont généreuses, elles sont très organisées. Très organisées. Et par contre, elles ont la niaque, quoi. Un peu comme moi. De toute façon, il faut. Elles elles peuvent être assez redoutables quand même, je dois avouer. C'est des battantes. Voilà, c'est des battantes. De toute façon, c'est aussi ce que tu vas leur expliquer. Je ne sais pas après si elles vont en faire leur métier. Certaines en ont fait leur métier, d'autres vont peut-être en faire leur métier avec le tremplin de la cuillère, mais il faut les prévenir aussi que c'est un métier un peu impitoyable. Alors que c'est un monde impitoyable, c'est un univers, c'est pas un monde de bisounours, comme je dis systématiquement. Dallas, si on pouvait chanter Dallas. Si tu veux, on le chante. Bon, j'ai plus de voix là en ce moment, mais ouais, c'est Dynastie, Dallas, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas du tout un monde de bisounours. Il faut faire sa place. Et puis, je pense que la qualité première, c'est déjà l'humilité dans cet univers-là. L'humilité, c'est important. Et on en parlait tout à l'heure en catimini. Souvent, on essaie de me pousser dans mes retranchements pour la Cuillère d'Or, les médias, sur oui, c'est sexiste. Non, on n'est pas les femmes de la gastronomie, etc. Et je pense que il y a beaucoup d'hommes autour de moi, mais je pense que déjà les femmes devraient être solidaires entre elles. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Les places sont pour certaines chères, et ce qui est non, quoi. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de jalousie. Et il y a beaucoup de jalousie. Les femmes entre elles sont terribles. Terribles. Merci, parce qu'il faut aussi être lucide par rapport à tout ça. Oui. Merci Marie. John, alors, en quoi la cuisine peut-elle être ou doit-elle être un acte de transmission selon toi, dans ton univers, dans ton média et dans ta vie de manière générale? Alors déjà, la transmission, pour moi, ça commence, c'est tout bête, mais ça commence à la maison, avec la maman qu'on voit cuisiner. Donc pour moi, c'est d'abord, si je prends mon exemple, moi j'ai jamais été, c'est très marrant d'ailleurs, parce que ma mère adore dire ça, j'étais déjà un enfant qui mangeait pas du tout. On devait me donner des vitamines pour que je me nourrisse. Donc, c'est très drôle que je me retrouve là, aujourd'hui, où je suis, à cette place, parce que ça n'a absolument rien à voir. Le cynisme de la vie. Le cynisme de la vie, c'est très, très joliment dit, mais c'était ça. J'avais aucun lien avec la cuisine et la gastronomie. Quand j'ai grandi plus tard, j'étais pas le genre de jeune fille qui était dans la cuisine forcément en train de cuisiner avec sa mère. Donc, c'est vraiment très particulier. Par contre, j'ai beaucoup observé.
j'ai beaucoup observé ma mère faire, j'ai beaucoup observé cuisiner, faire des associations, épicer, ce qui fait que quand je me suis retrouvée seule face à moi-même, je me rappelle, la première fois que j'ai vécu seule, je me suis dit, j'aurais dû être avec maman en train de cuisiner, je sais rien faire. Mais ce qui est puissant, c'est que l'observation, c'est de l'éducation, c'est de la transmission. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des choses par réflexe et juste parce que j'avais passé 18 ans de ma vie à regarder ma maman faire sans forcément être en train de cuisiner à ses côtés. Donc, pour moi, la transmission, elle commence d'abord à ce niveau-là. Et je pense que la transmission a plusieurs aspects. Il y a le cadre familial, mais il y a aussi le cadre politique. Parce que pour moi, la cuisine, c'est politique. Et je m'explique. Je prends le cas d'un pays comme le Mexique qui a inscrit sa cuisine au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, si je me souviens bien. Ils se sont organisés, ils ont identifié leurs gestes, leur manière de faire et ils ont décidé de porter ça plus haut pour que la cuisine mexicaine soit reconnue. Et aujourd'hui, partout où on va, il n'y a pas une seule personne, à moins qu'elle vive dans une grotte, qui ne connaisse pas ce que c'est que la cuisine mexicaine. Mais c'était une volonté. Et pour moi, ça aussi, c'est de la transmission, de se dire, et c'est quelque chose, j'estime que nos pays, quand je dis nos pays, je parle d'Afrique, c'est ce qui nous manque encore on est le dernier bastion food qui n'a pas encore été exploré. Il y a beaucoup de méconnaissances autour de ces cultures-là parce qu'il n'y a pas encore pour l'instant assez de force dans la transmission politique. Le Maghreb, en fait, le Nord. Voilà, l'Afrique du Nord. C'est ça. Vrai. L'Afrique du Nord, oui, ils sont déjà bien positionnés. Et ça, c'est super parce que du coup, ça ouvre le champ des possibles. Mais même en Afrique du Nord, je trouve qu'il y a encore un peu de limite. La plupart des gens résument l'Afrique du Nord au couscous. Couscous et tagine. C'est couscous et tagine. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a une variété incroyable. Donc, c'est super. Le couscous, c'est déjà un premier pas. On a le tchéboudienne au Sénégal, c'est super. Il y a le poivre de Penja, si on veut parler de produits, il y a le poivre de Penja au Cameroun. Donc, on a quand même, c'est des petits balbutiements. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, la transmission, pour moi, elle est aussi un peu politique. Elle est aussi... Si je peux me permettre, on appelle ça la diplomatie culinaire. La diplomatie et culinaire. Et on y arrive de plus en plus. C'est des sujets qu'on connaît bien. Avec Guillaume Gomez, voilà, j'ai une petite pensée pour Guillaume, forcément. Oui, et c'est hyper important. Et elle est à plusieurs niveaux. Elle est aussi avec des médias comme ceux que j'ai là, qui ont pour vocation de transmettre et d'être des archives vivantes, de rappeler aux gens d'où ils viennent, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on mange du gombo en Louisiane. Ils sont persuadés que le gombo vient de chez eux, mais le gombo vient d'Afrique. Pourquoi les Africains sont persuadés que le manioc vient de chez eux, le manioc vient du Mexique. Il est arrivé en Afrique par les Européens. Donc, toutes ces choses-là, les médias aussi ont leur place pour raconter et pour remettre, j'aime bien dire, remettre l'église au centre du village, en fait, que les gens comprennent un petit peu ce qui les titille. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous donner une recette du Cameroun salée et sucrée ? Alors, une recette sucrée que moi j'aime trop parce que ma mère elle me faisait trop ça à la maison, c'était des galettes de manioc. Donc en fait c'est du manioc qui est râpé et essoré parce que du coup ça a de l'eau et avec de l'huile de palme à l'intérieur. Elle les aplatit et elle les fait frire. Donc du coup ça fait des galettes et ensuite c'est saupoudré de sucre. Il n'y a pas de sel, c'est saupoudré de sucre. D'accord, donc ça c'est un dessert. C'est une sorte d'encas. Plus qu'un dessert, je dirais plutôt un encas sucré. Une gourmandise. Okay. Oui, une gourmandise. Et en plat salé ? Et en plat salé... C'est plutôt viande ou poisson ? Bah c'est tout en fait. Et c'est intéressant que tu me dises ça parce que ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire sur le fait que les cultures culinaires afrodescendantes ne sont pas forcément carnées. On a trop tendance à associer... Il y a ce truc-là qui m'énerve. Les Noirs aiment le poulet. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai dit viande ou poisson. Oui. Je ne suis pas tombée dans le préjugé. Je sais. Mais tu vois, c'est révélateur. On aime ce coup de gueule. Oui, je le fais parce que j'en ai parlé souvent. Mais on a quand même des cultures qui sont très végétales. Mais c'est vrai que la viande, c'était précieux. Donc, on s'en servait, oui, on s'en sert à l'époque, beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pour des grandes occasions, c'était dans certains cas, en fait. Et oui, donc du coup, non, ce sera une recette végétale, mais dans laquelle on peut rajouter de la viande. Ça s'appelle le ndolé, c'est une herbe, c'est une feuille qu'on trouve au Cameroun qui est très amère. Et alors, pour lui apporter de la douceur, on la cuisine avec de l'arachide écrasé,
Parce que l'arachide et l'oignon apportent de la douceur à cette feuille qui est très amère. Donc, on la lave pendant longtemps. Parce que si c'est mal lavé, c'est qui tout double. Quand on mange ce plat, surtout la première fois et surtout quand on n'est pas camerounais, c'est soit on adore, soit on déteste parce que c'est très amer. Donc, il faut bien laver le ndolé. C'est assez simple. De l'huile, on fait revenir à l'intérieur des écrevisses séchées. On rajoute les feuilles de ndolé. Ensuite, on met l'arachide d'abord. L'arachide qui doit cuire lentement pour ressortir son gras et ressortir toute l'huile. Et puis, les feuilles, en fait, on les ajoute en dernier lieu. Après, certains font le ndolé royal, ils vont mettre des crevettes, du poisson fumé, de la viande. Certains mettent que de la viande, certains ne mettent que des crevettes. C'est vraiment au choix, ou alors ça peut être sans rien du tout. Et donc, c'est quelque chose qui cuit longtemps. Une fois que l'arachide a sorti son gras, on met les feuilles et on tourne. Et certains aiment bien rajouter des oignons frits au-dessus, en fait, pour... On l'a en bouche, ça, il est quelle heure 11h. Et c'est délicieux. En tout cas, c'est l'un des plats emblématiques de mon pays. Et ça se mange avec plein de choses, du riz, de la banane plantain, Et quel type d'épices tu mets, du coup, pour agrémenter? Vous en mettez Alors, c'est un plat qui est très simple, en fait. Et traditionnellement, on met juste... Certains mettent un peu de poivre. Ça, c'est vraiment la recette de base qui vient de l'ethnie d'où vient ce mets, parce que certains l'ont adapté. Il y a 250 ethnies au Cameroun. Donc, parfois, il y a des... Le petit point culturel. Nous ne savions pas. Ça. Donc, il y a des trucs qui se perdent en chemin. T'en as qui rajoutent de la tomate. Oh là là. Et les gens disent, mais non, sacrilège. Et moi, ça me fait rire parce qu'encore une fois, c'est l'identité des gens. C'est pour ça que quand quelqu'un va faire une recette, il va y avoir un fight parce que les gens se sentent, entre guillemets, agressés dans leur identité. Et ils disent, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais donc, il n'y a pas vraiment d'épices. Il y a juste peut-être un peu de poivre. Et puis, l'écrevisse séchée peut faire office d'épices parce que ça a un goût quand même assez prononcé. Donc ça, c'est la version la plus simple. Je ne suis pas allée dans les fioritures qu'on peut retrouver parfois. Merci infiniment. Top. Linda, alors depuis l'enfance, toi tu as pu fréquenter des tables étoilées. Quels sont les ingrédients phares d'une expérience premium dans ce type d'établissement? Alors effectivement, j'ai cette chance de pouvoir naviguer justement dans cet univers, de tester différents restaurants, différents chefs. Alors il serait facile de dire que l'ingrédient pour une expérience premium serait la truffe et le caviar. Bon, en tout cas, c'est pas le cas selon moi. Je pense qu'une expérience premium, en fait, ça va être autour des 5 sens et de l'expérience en soi. Déjà, on va avoir, par exemple, l'environnement dans lequel évolue justement le chef. Ou est-ce que il va y avoir derrière une connotation sur du local? Est-ce qu'on va traiter des ingrédients avec des producteurs locaux, par exemple? À côté de ça, il y a aussi le personnel, parce qu'avant tout, je trouve que c'est une expérience humaine, la cuisine. Et effectivement, le personnel dans des restaurants de ce standing font vraiment la différence. C'est vraiment le maître d'hôtel, le sommelier, le chef qui passe à table assez fréquemment maintenant. Voilà, pour moi, c'est ce côté échange, compréhension des attentes, le fait d'aller chercher le meilleur accord. Encore une fois, on revient sur l'onologie, mais le meilleur accord mets et vins ou autres boissons sans alcool, parce que c'est aussi une tendance émergente. Sur le côté expérience, encore une fois, je dirais que je valorise plus en fait le travail dans l'assiette, quel que soit l'ingrédient. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un produit qui va être sublimé sur différentes textures, qui va être sublimé en différentes températures? Comment est-ce que l'assiette va être présentée? Est-ce qu'elle va être sur une seule assiette? Est-ce qu'il va y avoir une succession de plats ou de contenants? Et puis pour moi, l'expérience, en fait, elle passe d'abord par la vue, ensuite par l'odorat, quand on approche justement sa fourchette, sa cuillère. Ensuite, on va avoir la texture, le toucher, etc. Et pour moi, en fait, c'est toute cette orchestration, cette harmonie, en fait, qui fait sens. Et encore une fois, je trouve que le personnel de ces établissements font toute la différence. Et c'est des métiers qui sont très exigeants. On revient effectivement sur cet univers qui est difficile. Ce que je valorise beaucoup et ce qui m'intéresse dans ces expériences, le fait de découvrir de nouveaux chefs, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui les anime. Derrière, il y a souvent de la souffrance, il y a des expériences qui ont été réussies, qui ont été à recommencer. Il y a beaucoup d'essais en fait. C'est comme l'innovation finalement. On en essaye 10 et on n'en valide qu'un au final. Donc voilà, c'est vraiment tout ce savoir-faire, ce côté expertise, la beauté du geste aussi. Quand on est
Je me souviens d'une expérience, notamment chez Paul Bocuse, encore de son vivant, quand on a la vessie qui arrive, on a le dressage et le service à table. Donc pareil, c'est toute une orchestration, c'est une gestuelle qui est précise. Et dans les desserts, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir le côté sucré, mais pas trop important. On va avoir les différentes textures qui vont arriver. Donc voilà, c'est tout un ensemble en fait. Mais pour moi, c'est avant tout une histoire, on va dire, humaine. Et de savoir-faire, d'expertise, d'humilité aussi beaucoup. Ça revient. Ça revient. Ça revient Ça beaucoup. revient Merci beaucoup. beaucoup, Linda. Très joli. Comme, alors toi, tu as vocation d'être chef, voilà, chef cuisinier, donc soit en privé ou tu l'as été dans un restaurant. Si tu devais résumer en 3 mots ce qui fait un chef inoubliable, ce serait quoi? Inoubliable, carrément. Inoubliable, admirable. Voilà, un vrai chef, un bon chef. C'est un chef avec de la personnalité, je pense, qui arrive à transmettre déjà de l'émotion et de lui-même dans le plat, ce qui est hyper compliqué. Il y a de ça, il y a un chef aussi créatif, et aussi un chef qui sait s'organiser, je pense, qui a ça, Oui, c'est c'est la quand moindre même, des choses. c'est quand même la première chose, première compétence, je pense, à avoir en tant que chef, c'est vraiment l'organisation et savoir aussi avoir un bon management. Comme on disait, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont un peu d'ego et c'est pas toujours évident, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, avoir un bon management, parce qu'au final, être chef, c'est aussi derrière la brigade qui travaille pour toi et qui t'aide à sortir une assiette. Qui est Donc, indispensable, oui. Sûrement. en fait. Du coup, c'est toutes ces choses-là, je pense, pour être un chef inoubliable. Après, moi, je suis assez, je suis en découverte aussi, donc j'essaye aussi de savoir, de comprendre comment un chef vraiment se construit. Et il faut que je discute avec de plus en plus de chefs pour justement pour faire ma propre idée aussi. Et puis après, ce sera toi, ce sera ta personnalité, ton parcours, Exactement. la vision que tu as de ce métier. Il faut Exactement. garder sa L'identité. singularité aussi et son Ouais. unicité pour justement sortir du lot. Ouais, bien sûr. Ouais, Et pourquoi choisir le domicile pourquoi après être passé en restaurant? Parce que j'aime bien le contact avec les clients directement aussi. On va chez quelqu'un, il y a une ambiance différente avec eux et c'est un moyen de partage un peu plus direct, je trouve, avec le client. Parce que je sais pas si j'aurais vocation à être grand chef étoilé et donc pouvoir C'est me pas la balader, vocation mais... de tout le monde, hein, tu Oui, sais. voilà, exactement. Donc là, je me dis que c'est un moyen aussi de directement aller voir les clients et de voyager, parce que en fait, il y a plein de chefs à domicile qui peuvent aussi aller suivre une famille pendant une semaine, que ce soit en Corse, sur un bateau, un peu n'importe où. Donc c'est aussi une façon de découvrir le monde, quoi. Et donc voilà, plus le chef à domicile, ouais. Tu connais Ruben Sarfati? Tu le suis? Non. Bah, Non. Je Parce vais, qu'il fait exactement ça. je note. Non, mais je te mettrai en lien. Et puis, je te raconterai un peu mon histoire, parce qu'il faut être très organisé pour Oui, je sais. C'est pour ça Comment te dire c'est pour ça là que je préfère travailler dans un restaurant de base pour justement avoir une belle organisation, être très carré et après être indépendant, quoi. Ouais. C'est sûr que oui, il faut de l'organisation. Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Merci beaucoup. Marie, alors toi, tu as présidé les Toques françaises et la chaîne des rôtisseurs. Ça sent le poulet, là, ça sent le poulet grillé. Ah oui. Quel est ton regard sur le monde associatif dans la gastronomie? Ah oui, mon regard, c'est un vaste sujet. Bon, ouais, alors oui, j'ai effectivement présidé la chaîne des rôtisseurs France, qui était la première association Saint-Louis, 1248. Donc c'est pour ça, tu dis ça rôtisse, les oeilleurs, et puis après les toques françaises. Mon regard sur le monde associatif, je trouve qu'il y a une multitude et peut-être trop d'associations. Ça, c'est vraiment ma vision. Et On aime les coups de gueule, hein, donc n'hésite pas. Ouais, non, mais il n'y aura pas de coup de gueule particulier. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à présider les toques françaises pendant presque 8 ans. J'ai quitté l'association pour des raisons de santé, hein, pas pour le plaisir. Et on a fait des choses incroyables. C'est vrai que c'était juste magique. On a fait des trucs formidables. Seulement, voilà, j'ai fait, comme tu le sais, j'ai organisé pour Guillaume il y a très peu de temps le Forum de France de l'alimentation. Et dans les thèmes que j'avais proposés à Guillaume, il y avait une table ronde qui était très intéressante, qui était association à quand l'unité. Alors, ma vision des choses, elle est que il y a une multitude d'associations, que chacune fait ses actions. Alors, moi, j'entends le mot de transmission, j'ai les poils qui se dressent, parce que pour moi, c'est un mot qui est galvaudé.
Je trouve que tout le monde l'emploie à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Nous, on s'occupe de la transmission, on fait de la transmission, mais en fait, il n'y a pas grand-chose de fait. Je pense qu'à un moment donné, la course aux médailles, parce que c'est souvent ça, hein, les gens rentrent dans des associations pour avoir une reconnaissance, ça je l'entends, mais d'être dans trop d'associations, je vois pas l'intérêt. Quand on parlait d'engagement tout à l'heure, quand je me suis engagée pour les TOC françaises, bénévolement bien sûr, je me suis engagée pour l'association au service du collectif, de la collectivité. Et d'avoir trop de médailles, à un moment donné, je vois pas à quoi ça sert. On n'a pas forcément le temps de s'engager sur des associations diverses et variées. C'est toujours les mêmes qu'on voit, de toute façon, qui sont investies. Je pense qu'à un moment donné, et ça a été aussi évoqué à la fin de cette table ronde pendant le forum, et je sais que beaucoup d'associations ne sont pas contre ça, c'est que chacune garde son identité, mais à un moment donné, il faut peut-être se réunir pour travailler sur des actions, on parlait d'alimentation justement dans le cadre du Forum de France d'alimentation, l'éducation, peut-être il y a des choses à monter ensemble et pas puis les guéguerres d'associations, ça me sort par les trous de nez. On revient sur l'ego. Ouais, c'est l'ego, c'est la course aux médailles. Moi, je suis très contente de ne plus être présidente, hein, je vous le cache pas. Ça me donne plus de temps, mais voilà, je regrette pas tout ce que j'ai fait. Sur le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude, le trophée Jean de Lavenne, pas mal de choses qu'on a faites, c'était vraiment merveilleux. Mais je suis très contente de ne plus être, en tous les cas, présidente d'association. Quand tu étais dans les TOC, quel était le pourcentage des femmes ? Alors, lorsque je suis arrivée aux TOC françaises, il faut savoir qu'il y avait 40 adhérents. Ouais. Et quand tu en es partie ? Pas loin de 500. Les femmes sont arrivées, je dirais qu'aux TOC françaises, si je ne me trompe pas, il devait bien y avoir... 40%, 35-40% de femmes. Okay. Sachant que... Alors là, ils ont fait évoluer les choses et c'est très bien hein, ce qu'ils font. Je ne critique absolument pas. Mais il y avait en tous les cas, pendant mes mandats, catégorie professionnelle et catégorie gastronome. Donc forcément, on avait pas mal de femmes du côté gastronome, plus que professionnelles. Voilà. Mais et là, je crois qu'ils ont ouvert à d'autres classes, etc., ce qui est très bien. Mais oui, les femmes, c'est principalement des passionnées, quoi. C'est ça. Oui, des femmes entières et qui n'ont pas peur, en fait. Comme tu dis, d'oser, d'être dans l'audace. L'audace. Je crois qu'on a quand même pas mal de points communs. Moins peur que les mecs, je pense. Alors, je peux me permettre de dire quelque chose, ça va être un peu vulgaire. Hein. Mais on y va. Mon grand-père disait toujours, j'ai des frères, et il disait, j'ai qu'une seule petite, j'ai une petite fille, mais c'est elle la plus couillue de la famille. Ouais. Voilà. Et alors, tu vois, c'est drôle parce que moi, je dis souvent, ça fait 11 ans que je fais ce métier, qui est voilà, où j'ai dû m'imposer dans un milieu d'hommes, et j'ai dit souvent, je me suis fait pousser des couilles. Bah c'est ça. Voilà, donc on revient à la même idée. Alors, dernière, alors, là, ça va faire rire tout le monde, mais de temps en temps, avec Daniel, on n'appelle pas le concours la cuillère d'or, mais les couilles en or. Voilà. On adore. Voilà. Écoute, on va clôturer la première partie sur ça. J'aime beaucoup. Et la deuxième partie, les questions, vous ne les avez pas. Là. Et là, c'est le drame. Et je vois les 8 yeux là qui sont un petit peu en panique. Alors, certains me suivent, d'autres me connaissent peut-être depuis moins longtemps, mais moi, je suis une ancienne prof de lettres. Donc, je vais vous lire un passage et je vous poserai une question ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir, donc Monsieur Proust, évidemment. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Ne vous battez pas, surtout. Je sais. Tu sais, Marie. Moi, ma Madeleine de Proust, c'est la tarte aux abricots de ma grand-mère. Qui s'appelle ou qui s'appelait Marguerite. C'est trop beau. Oui, Marguerite, elle s'appelait Marguerite. Donc pourquoi cette tartelette te fait vibrer ? C'était la tarte aux abricots, c'était... j'étais souvent à l'île de Léron, on va dire que l'amour de la mer vient de là-bas, entre autres. Et il y avait beaucoup de cousins, de cousines, tous les étés. Et dès que je revenais de mes cours de bateau, j'avais ma tarte aux abricots. Et ça sentait bon. Et d'ailleurs, je n'en laissais pas beaucoup pour mes cousins et cousines. Donc on avait une petite crème d'amande ? Non, même pas. Non, c'était les abricots comme ça. Abricots comme ça. Juste un petit peu de cassonade dessus. C'était délicieux. Super. Voilà. Qui prend la suite ? Une idée ? Moi, j'en ai beaucoup, c'est dur. T'as le droit d'en donner 2. C'est vrai ? Ouais. Ok. Je vais en sélectionner 2. Je dirais que ma première Madeleine de Proust, c'est la purée d'avocat.
Parce que en fait, dans mon pays, j'ai découvert après le guacamole. Chez nous, on fait la purée d'avocat. C'est ça. Le Mexique. La différence, c'est que chez nous, c'est pas complètement une purée. C'est un avocat qui est un peu mûr. Et donc, on a un mélange entre purée et morceaux. Donc, un écrasé. Un écrasé, voilà, écrasé. Et en fait, on le mange avec une omelette garnie à côté et on met des spaghettis dans l'omelette. Ah oui. Ouais, quand même. Omelette avec des spaghettis, un peu de sardines. Donc l'omelette, elle est garnie. C'est pas une rigolade. Elle est vraiment garnie. C'est un petit déjeuner costaud quand tu finis. C'est pas des petits joueurs, quoi. Non, c'est pas des petit déjeuner. Oui. Parce que en fait, le petit déjeuner sucré, ça aussi, c'est pas forcément le cas partout, en fait. Chez nous, on a beaucoup de petits déjeuners salés. Comme les cultures anglo-saxonnes. C'est ça. Donc, petit déjeuner, tu as ton pain avec, on appelle ça omelette sardine spaghetti. Ça, c'est vraiment le truc. OSS. C'est incroyable. OSS. Avec son petit bout de pain. Et ça, c'était l'un de mes petits déjeuners, mes favoris. J'adorais ça. Je prenais des cours de danse et de théâtre pas loin de chez moi. Donc, en fait, à chaque fois, je mangeais ce petit déjeuner. J'étais à bloc. Et à chaque fois, j'allais faire les cours de danse et de théâtre. On allait me déposer avec mon petit sac et je revenais. Donc, ça, c'est la première madeleine. Là, tu avais quel âge ? Là, j'avais, c'est entre 9, parce que j'ai fait les cours pendant longtemps. Donc, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 13 ans. Et donc ça, c'est ma Madeleine de Proust parce que ici, d'ailleurs, quand je fais une omelette à la maison avec mon fils, j'ai 2 manières de faire les omelettes. Soit je fais comme en France, soit je dis à mon fils, tu veux qu'on mange l'omelette du Cameroun ? Et il est excité parce que du coup, il adore cette version un peu, comme la nôtre. Donc, on est dans la transmission. Je lui transmets parce que lui, pour le coup, il est né en France. Il a une culture plutôt française pour l'instant, même s'il y a évidemment les racines. Les racines, elles sont là. Donc ça, c'est la première Madeleine de Proust. Et la deuxième Madeleine de Proust, c'est une sorte de ragoût que ma maman faisait. C'est de la banane plantain cuite vapeur, pas mûre. Cuite vapeur qu'on fait revenir avec des légumes, des oignons et de la viande de porc. Parce que et en fait, tout ça est revenu comme un ragoût très goûteux, très riche. Et en fait, c'était son interprétation d'un autre plat iconique au Cameroun qui s'appelle le poulet DG. Donc elle faisait une version un peu différente avec du porc et de la banane plantain non mûre, cuite vapeur avant d'être mélangée avec ses légumes. Et ça, j'adorais. Du coup, la banane, pareil, qui s'écrase un petit peu, j'imagine. Non, pour le coup, non. Parce que quand elle est non mûre, elle n'est pas molle. Même si elle est vapeur ? Oui. Même si elle est vapeur, elle garde ça. Elle tient tête à tous ces petits légumes. Donc, elle garde sa forme. Et donc, elle ne la coupait pas en petits, elle la coupait en petits tronçons. Donc, ça existait là avec tous les légumes et la viande de porc qui avait bien fondu. Et en plus, ce n'est pas du porc avec beaucoup de graisse. Donc, et ça, c'est vraiment le truc. Je ne l'ai jamais refait ici. Je ne le mange que quand je rentre... et que ma maman me fait ça avec toutes les épices qu'on a chez nous qui sont très corsées, parce que le poivre de Penja, c'est juste un petit aspect, mais on a quand même des épices qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui ont des goûts assez intéressants. Et comment s'appelle sa maman ? Elle s'appelle Chantal Suzanne. Chantal Suzanne, mot composé, voilà. Chantal Suzanne, trop beau. Merci beaucoup. Merci. Linda ? Alors moi, j'en aurais 2 également. Je dirais déjà le tiramisu. Voilà, j'adore le classique. Le café. Le classique, exactement, au café. Et un autre mets qui s'appelle Rotkäppchentorte en allemand. Donc, c'est un gâteau allemand qui ressemble un petit peu à... Du bist Deutsch. Non, j'ai des origines, on va dire. J'y ai vécu 2 ans pendant mes études, en l'occurrence. Donc, voilà, je suis frontalière, en tout cas. Et donc, voilà, il y a quand même une grande influence germanique dans ma culture. Et ce gâteau, en fait, cet entremets, effectivement, est vraiment une Madeleine de Proust qui ressemble beaucoup, en fait, à une forêt noire. Donc, c'est une génoise au chocolat avec des cerises griottes. Sur laquelle on met une crème fouettée et dessus un glaçage. Un petit combo de nourriture là. Le petit glaçage avec du jus de cerise. Donc voilà, ça ou reprend. Du kirsch. On peut c'est la version alcoolisée ou même là, l'imbibé derrière, comme l'amaretto pour le tiramisu, effectivement. Donc c'est un dessert que j'aime beaucoup et c'est une vraie Madeleine de Proust pour le coup. Super. Et comme pareil, j'en ai 2. Un du papa avec le fameux poulet du dimanche, le grand classique, qu'on avait le droit. J'ai l'impression qu'il avait qu'une seule recette d'ailleurs. C'était vraiment ce poulet.
tous les matins, tous les dimanches matins avec mon frère, c'était téléfoot et on savait qu'il y avait le poulet qui attendait, on avait l'odeur qui nous attendait. Et le deuxième, de la maman, forcément, qui adore le chocolat. Donc, Emmanuel, on te salue. Exactement. Qui est venu aussi dans le podcast. Et qui adore forcément faire des gâteaux au chocolat. Donc, on avait le poulet, puis le gâteau après en dessert. Donc voilà. Génial. C'est ça. Très bien. Merci pour ces petits souvenirs. Une autre question. Quelle est la personne que vous rêveriez d'inviter à votre table ? Elle peut être fictive, décédée. Voilà, vous pouvez. Tout est possible. Tout est ouvert. Paul Perret, moi je dirais. Justement, j'ai écouté un podcast sur lui avant de venir. Et, Donc celui qui était dans Top Chef pendant pas mal de temps. Exactement, ouais. J'aime beaucoup la créativité qu'il a. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui aime bien transmettre. Parce que je crois qu'il était prof aussi pendant un temps. Et donc c'est quelqu'un vraiment très, très intéressant à rencontrer. Et même avec qui j'aimerais bien cuisiner, on sait jamais. Mais on lance. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre à quelqu'un de la cuisine. Hein. Ça peut être. Ouais. Voilà. Okay. Marie, une idée ? Mère Teresa. Ah, bien. Alors on me l'a jamais sorti. Très bien. Ouais. Ouais. Bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais peut-être quand Avec l'IA, c'est pas possible. Oui, voilà. Non, Mère Teresa, ouais. Je pense que ça pourrait être un déjeuner très chouette. Très simple et très chouette. Très bien. Et vous, les filles ? Moi, je dirais Anna Wintour. Parce que j'aime la manière dont elle a... On est dans la mode. Très oui, bien. on est dans la mode. Rien à voir, mais c'est très bien. Mais je trouve qu'elle a justement rendu la mode culturelle et iconique. Il y a eu cette transformation sous son ère. On est passé des couvertures déjà assez banales, figées, à des femmes qu'on voyait évoluer dans des vrais environnements, parce qu'avant, les couvertures, c'était un fond et puis il y avait une personne devant. Elle a fait vivre les gens dans des univers, et même au-delà des couvertures, c'est raconter la mode, raconter la culture à travers le vêtement aussi. Je trouve que j'aime beaucoup sa personnalité et même le fait... Par contre, je suis incapable de le faire, d'avoir la même coupe pendant je ne sais pas combien de temps. Elle est d'une constance que j'admire, parce que moi, je suis à l'antipode de la routine. Je ne sais pas combien elle paye son coiffeur pour que ce soit parfait, mais on n'a pas les mêmes coiffeurs. Hein, je pense pas qu'on a le même budget coiffeur. Hein, voilà. Ça, c'est sûr. Mais même le fait d'avoir tout le temps la même tête, moi, je trouve ça admirable. Parce que pour le coup, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la routine. Au contraire, j'ai tendance à... Chaque jour est une aventure. Avec Anna Wintour, c'est le contraire. Donc, mais c'est quelque chose que j'admire aussi beaucoup, au-delà de ce qu'elle a pu transformer chez Vogue. Donc, ouais, j'aimerais bien. Et puis, elle est tellement exigeante que ce serait intéressant de l'avoir à table. Très bien. Très intéressant. Et toi, Linda ? Spontanément, je dirais Pierre Hermé. Voilà, parce qu'il nous ramènerait des petits macarons. Exactement. Pas que. Et pas que, effectivement. Donc, il est aussi d'origine alsacienne. Donc, on a cette culture en commun. Et effectivement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup de par son parcours et pour toutes les recettes en fait, qu'il met en place, le fait de réduire la part de sucre, notamment dans les pâtisseries. Voilà, je trouve que c'est quand même aujourd'hui un enjeu sociétal majeur, le sucre. Donc voilà, c'est une belle personne que effectivement j'aimerais rencontrer un jour. C'est un homme merveilleux, vraiment. Ça fait une belle tablée, ça. Hein. Pas mal. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... C'est aimer. Se faire plaisir. J'allais dire la même chose. C'est beau, ça. J'ai déjà mis sur les réseaux sociaux. Je te taguerai. Donc, comme tu disais, cuisiner, c'est... Se faire plaisir, je dirais. Très bien. Tu peux développer, n'hésitez pas. Se faire plaisir, parce que après, c'est propre à moi. Je trouve que ça me permet de m'évader un peu, d'éviter de penser à autre chose. Et c'est juste se faire plaisir. On sait qu'on va bien manger après. On va se rassasier. On va partager ça avec quelqu'un. Donc, ouais, c'est se faire plaisir. Ouais. Pour moi, ça serait partager et transmettre. Partager parce que voilà, la cuisine, c'est vraiment le fait de partager un repas, du savoir-faire également, partager des plaisirs qu'on peut vouloir transmettre. Et la transmission, en fait, elle est plus du côté vis-à-vis de l'enfance, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est important d'être présent auprès des plus jeunes pour leur faire connaître en fait le goût des vrais légumes, le goût des vrais fruits. C'était la semaine du goût la semaine dernière. Et j'ai suivi ton actualité et je trouve ça remarquable de garder cette ligne conductrice autour de la transmission, mais au-delà, ça peut être aussi pour des personnes plus âgées. Enfin, le côté transmission, ça peut aussi revenir sur le côté souvenir, parce qu'aujourd'hui, l'odorat ou le goût peut faire revenir justement des souvenirs ancrés pour des personnes âgées justement qui ont Alzheimer ou qui ont d'autres problématiques. Donc, pour moi, c'est vraiment cette histoire de partage, de transmission, avec vraiment
comme driver, de pérenniser en fait cette culture gastronomique qu'on a en France, qui est quand même enregistrée à l'UNESCO. Voilà. C'est le repas français. Le repas français. Merci Et la pour baguette. précision. Et la baguette. Donc, de vraiment pouvoir conserver cette culture forte qu'on a au travers nos quêtes sans fromage, de tous nos vins, mais dès le plus jeune âge. Je trouve que c'est très important. En fait, l'art de vivre à la française qui passe par l'assiette, quoi. Exactement. Moi, je dirais comme Marie, cuisiner, c'est aimer. Parce que quand on rentre en cuisine, ce qu'on fait, forcément, on met de l'amour. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours, la plupart des chefs, ils vont dire la recette de ma grand-mère, Oui, c'est vrai. la recette de ma mère. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'au-delà de tout, c'est tout l'amour que ces mamans et ces grand-mères mettaient dans ce qu'elles cuisinaient qui les a marquées comme ça. Donc, moi, je dirais vraiment aimer. Et j'en profite pour faire un shout-out à tous les chefs. Parce que je trouve que, et dont toi Virginie aussi, je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde parce que vous nourrissez les gens. Vous nourrissez les gens littéralement et vous y mettez toute votre énergie, tout votre cœur pour que les autres aient un moment de bonheur. Créer de l'émotion. Ouais, C'est des créer de remises en l'émotion. question quotidiennes. Oui. C'est des métiers extrêmement difficiles. C'est- Et je c'est pense ça. que quand tu rentres là, certains c'est par hasard et d'autres c'est vraiment des choix. Mais ouais, c'est des vraies remises en question quotidiennes. C'est des heures à ne plus compter. Et puis c'est de créer de l'émotion, de donner de l'amour. Ça se retranscrit dans l'assiette et même en salle. Tout à l'heure, tu parlais effectivement du bien lien sûr. salle-cuisine. Il y a vraiment, c'est pour moi à chaque fois je le dis, c'est cuisiner, c'est aimer. On a envie Oui. de donner à son prochain. En plus, on voit, il y a tellement d'établissements en ce moment, c'est très compliqué. Certains ferment, hein, donc voilà. Il y a eu le Covid, encore une fois, qui est passé par là. Et les cuisiniers, les propriétaires, les chefs propriétaires se battent quotidiennement pour nous faire plaisir, pour nous nourrir, faire pour plaisir. nourrir l'humanité. Ouais. Moi, je trouve que c'est une vocation. C'est comme maîtresse, c'est comme médecin. En fait, c'est soit tu es né pour ça, soit ne le fais pas parce que C'est ça vrai. demande tellement d'abnégation, de force. Enfin, c'est un métier physique. Enfin, moi, j'adore. J'aime beaucoup la gastronomie. Je ne peux pas être chef. Et c'est pas mais vraiment parce que je reconnais la difficulté de ce métier et ce que ça demande. Je n'en suis pas capable parce que je n'ai juste pas la personnalité ou le tempérament. Mais j'ai une grosse admiration pour les chefs et voilà, c'est mon petit hommage. C'est gentil, je le prends. de la Je journée. le prends, merci beaucoup. Et du coup, la dernière question, et pas des moindres, comment vous définissez la passion ? Oh, j'ai l'impression que tu vas pas avoir trop de mal. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas pas avoir trop de mal. Qui veut commencer ? Moi, je vais me lancer. Pour moi, la passion, c'est avant tout quelque chose qui prend aux tripes. C'est une sorte de feu qu'on a au fond de soi, qui est un driver, une motivation profonde qui régit en fait notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. C'est quelque chose qu'on a aussi envie de communiquer, de transmettre, de montrer, de partager. Voilà, une passion, c'est au-delà en fait c'est une partie de nous qui n'est pas toujours visible, mais en tout cas, c'est une partie qui est inhérente à notre existence et je pense qui nous pousse dans notre quotidien à nous dépasser, à aller plus loin. Voilà, c'est comme ça que je définirais la passion. Merci Linda. Ouais, c'est quelque chose qui nous anime, je pense, la passion. Et c'est quelque chose de naturel. Je pense que si on est passionné, on le fait naturellement, on a envie de le faire. On se pose pas de questions, on a envie de rencontrer des gens, de parler de ça. C'est quelque chose qui nous habite. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire? Bah Je non, pense c'est que- déjà très bien. On ne passe pas un examen comme c'est c'est ça. c'est ton C'est ça. cœur qui parle, c'est parfait. 10 Marie sur 10. Marie ? La passion, pour moi, c'est une locomotive. Que ce soit dans la vie privée, en amour, par exemple, hein, forcément, dans la vie professionnelle ou associative. Et Dieu sait que j'ai pas mal d'engagement. Il faut être passionné dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment, moi, c'est une locomotive. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Et d'être à son compte, c'est déjà un avantage, clairement. Mais je vis de ma passion aussi bien professionnellement que personnellement. Et voilà. Et je dis souvent, il faut prendre le train en marche ou rester à côté. Soit vous me suivez, soit vous me suivez pas. Mais je suis un peu comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est une locomotive. La passion, c'est une locomotive et il faut prendre le train en marche, quoi. Voilà. Très bien. Et on termine Bah, avec toi.
Moi, je trouve que tout le monde, vous avez tous déjà dit ce qu'il fallait c'est dire. Donc, je vais peut-être aller sur un terrain un peu plus spirituel. Je dirais que la passion, c'est la voix de son âme. Moi, je suis persuadée qu'on arrive tous ici sur Terre avec une mission. On ne sait pas forcément quelle est la mission et je pense qu'on la découvre au fil du temps, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on se casse la gueule ou pas. Et je pense que la passion, c'est vraiment la voix de son âme. C'est ce pourquoi on est venu ici. Et on a deux choix. Soit on écoute cette voix et on y va. Et on finit par avoir la chance de travailler dans sa passion. Tout le monde n'a pas cette chance. Soit on l'écoute pas ou on n'arrive pas à l'écouter et on exprime d'autres choses. Mais pour moi, j'en suis convaincue, ça fait partie de notre mission ici sur cette terre. C'est une essence. Je vais juste te dire quelque chose. Lorsque j'ai rencontré Virginie, j'ai rencontré une fille passionnée, complètement délurée. Je me souviens bien de cette soirée-là. Et tu avais un peu bu. Pas du tout, jamais, absolument pas. Et on avait passé une soirée merveilleuse, mais j'ai rencontré quelqu'un de passionnant et de passionné. Et je crois que tu utilises beaucoup ce mot-là, passion, dans ton quotidien. Ah bah oui, oui. Et ça n'a pas été simple aussi pour elle de faire son petit trou, on va dire. Et c'est une femme que je suis parce qu'elle est passionnée comme moi. Et regarde, elle a les larmes aux yeux. Elle a les larmes aux yeux. Donc pour moi, passion, c'est toi. Si on devait clôturer, ce serait toi. Voilà. Alors qu'une femme comme toi me dise ça, je suis hyper touchée. Je vais conclure. Merci infiniment, Marie. Tu sais que c'est réciproque. Ce matin, de belles réflexions émouvantes et sincères autour de l'expérience gastronomique, de l'expérience sensorielle, de la curiosité, de la créativité et de la transmission culturelle surtout. Aujourd'hui, au studio, j'ai reçu 4 personnalités avec du caractère, de l'ambition et du cœur pour incarner dignement l'art de vivre à la française et au-delà des frontières. Merci beaucoup, Com. Merci à toi. Merci, Linda. Ah, merci à toi. Merci, John. Merci, Virginie. Et merci, ma Marie. Merci à toi, ma belle. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.